Il y a plein de gens qui me disent oui mais le NFT c'est une arnaque ou c'est que des scams. Mais en fait la réponse la plus simple c'est juste qu'un NFT c'est une nouvelle feuille blanche. Je sais pas ce que vous faites des feuilles blanches, moi j'ai vu des dessins qui étaient très très moches comme j'ai vu des dessins qui étaient très très beaux. J'ai vu des contrats qui étaient très très bien écrits comme des contrats qui étaient très très mal écrits. Mais à aucun moment ça remet en question l'utilité du papier en lui-même. Dans un monde de demain, au lieu d'avoir de l'argent, chacun aura son propre NFT qui représente sa valeur unique et chacun aura une propre monnaie qui sera basée autour de lui-même en fonction de ce que lui apporte comme valeur dans son environnement. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous un peu de ce qu'on construit chez nous. On a préparé une présentation. Mais je pense pas que je vais vraiment aller dessus. Je vais vous montrer les slides quand même, mais je vais plus parler directement de ce qui me vient en tête. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser les questions, parce que comme ça, il y aura plus d'échanges, on va dire. Le sujet de ce panel, enfin de ce workshop, c'est comment créer une valeur utilitaire sur les NFT. Et c'est une question qui est assez importante pour moi, parce que c'est vraiment une question sur laquelle on a vraiment passé des nuits blanches avec mon associé Maurice, qui est assis là, le beau jeune homme avec une casquette à la main. Et en fait, c'est quelque chose qui vient avant tout. Faut d'abord comprendre pourquoi la crypto est là et pourquoi les NFT sont là avant de se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire. Et aujourd'hui, il y a plusieurs manières de l'appréhender avant d'aller dans l'utilité elle-même de ce qu'on va livrer. Une des manières intéressantes d'y penser, c'est juste de faire le comparatif pour les grands groupes entre faire un NFT, créer une collection NFT ou créer une action boursière. Je sais qu'après ça rentre dans le débat des security tokens et de tous les trucs un peu compliqués au niveau juridique, mais si on pousse juste d'un point de vue technique et de la manière dont la technologie fonctionne, et ben si je vous fais la comparaison, en créant un NFT, on peut récupérer un pourcentage des transactions à chaque fois que le NFT est revendu, alors qu'avec une action, on ne peut pas. Donc déjà, c'est juste logique qu'à terme, les assets ils passeront beaucoup plus sur un modèle tokenisable, parce que ça va permettre de pouvoir vraiment redistribuer sur toute la chaîne, peu importe à quel point les assets sont revendus. Donc déjà, ça, c'est très clair que tous les grands groupes, ils ont intérêt à trouver des manières de transitionner leurs assets. Après, la réponse, elle est peut-être pas aujourd'hui dans le security token, parce que c'est pas encore assez démocratisé chez les institutionnels. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer qu'aujourd'hui, le NFT, c'est l'action du consommateur. Aujourd'hui, un NFT, c'est une manière de faire en sorte qu'un consommateur puisse investir et spéculer sur votre marque, mais en tant que consommateur et en même temps en pouvant bénéficier de services associés et vraiment explorer, entre guillemets, les valeurs de la marque. Donc en fait, quelque part, le NFT, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le NFT, il y a plein de gens qui me disent oui, mais le NFT c'est une arnaque ou c'est que des scams ou machin, ou ils disent un peu, je pense que vous avez l'habitude d'entendre ce genre de discours. Mais en fait, la réponse la plus simple, c'est juste qu'un NFT, c'est une nouvelle feuille blanche. Et je sais pas ce que vous faites des feuilles blanches, mais moi j'ai vu des dessins qui étaient très très moches, et comme j'ai vu des dessins qui étaient très très beaux. J'ai vu des contrats qui étaient très très bien écrits, comme des contrats qui étaient très très mal écrits, mais à aucun moment ça remet en question l'utilité du papier en lui-même. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le NFT c'est un outil qui est fait pour que chacun puisse se l'approprier. Ça veut dire que nous aujourd'hui on a décidé de créer le Joker Club pour pouvoir vraiment exprimer les valeurs de notre marque, et c'était une manière aussi de créer un lien et de créer un accès ouvert à nous et en quelque part à la direction du groupe qui aujourd'hui est dans des bureaux qui sont complètement séparés comme beaucoup de grands groupes de la réelle exploitation des établissements. Et aujourd'hui avec Joker Club, ça nous permet réellement d'échanger avec des gens qui font partie de notre écosystème en tant que clients, qui sont là depuis beaucoup d'années, qui ont beaucoup d'idées et qui sont prêts à échanger avec nous pour améliorer leur expérience en tant que client, mais aussi du coup en tant que personne qui a des intérêts dans la réussite, vu qu'ils deviennent attachés à notre réussite par leur envie spéculative, on va dire. Spéculative. Donc ce qui est très intéressant, c'est d'imaginer que dans un monde de demain, au lieu d'avoir de l'argent, chacun aura son propre NFT qui représente sa valeur unique, et chacun aura une propre monnaie qui sera basée autour de lui-même en fonction de ce que lui apporte comme valeur dans son environnement. Donc peut-être que, je vous donne un exemple très simple, mais si un boulanger crée un NFT qui donne une baguette tous les jours, par exemple gratuitement, et qu'un autre commerçant donne, par exemple, on va dire le groupe, donne gratuitement un repas par jour, ça ne serait pas logique de voir une manière d'échanger avec ce boulanger pour que nos holders puissent avoir de l'utilité de sa part et pour que ces holders puissent avoir notre utilité. Et donc, du coup, ça rentre dans une sorte de monnaie sociale qui va permettre de vraiment s'exprimer soi-même. Et c'est pour ça que quand on dit
il y a beaucoup de gens qui parlent de la blockchain et des avancées technologiques et qui disent qu'aujourd'hui, la blockchain, c'est l'Internet de la finance. Sauf qu'aujourd'hui, à part des DEX et des systèmes et des produits financiers qui sont parfois douteux, on n'a pas encore vraiment vu ce réseau social financier s'exprimer. Et aujourd'hui, si on revient un peu à l'origine de la raison pour laquelle le mouvement de la blockchain a été créé, c'est à cause justement de la manière dont les banques centralisées ont pris la main sur la manière dont l'argent circulait. Si on voit par exemple la manière dont la Réserve fédérale fonctionne, et j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, sinon je ne sais pas à quel point les gens ici ont étudié ce sujet, mais la Réserve fédérale elle-même elle est semi-privée et elle prend, et avec l'inflation tous les ans, il faut savoir que le gouvernement américain, quand il imprime de l'argent, il doit une dette à la Réserve fédérale. Et cette dette, elle est payée par... bon, je prends l'exemple sur l'Amérique parce que c'est quand même une puissance économique à considérer. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, avec l'inflation aujourd'hui, c'est une taxe à laquelle on n'a pas souscrit. Parce que plus d'argent est imprimé à des fins qui sont quelque part pas privées, mais presque, avec des fortes pressions de lobbying, on va dire. Et on se retrouve à payer cette inflation sans s'en rendre compte. Parce que si on ne fait pas plus que 5% par an, et même si on les fait, et ben, au final, vu que notre argent a perdu sa valeur, si on veut juste retourner à la valeur exacte à laquelle on était avant, et ben, on doit payer des taxes sur le gain qu'on aura fait pour revenir à la... Si par exemple j'ai 100 euros cette année et que l'année prochaine il valent que 95 euros, pour remonter à mes 100 euros, je dois monter à peu près à 106 euros, un peu moins. Et du coup, c'est sur ces 6 euros, je vais être imposé. Donc si on le voit d'un point de vue mathématique et qu'on pousse la fonction sur sa durée, et ben, ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus du tout d'argent dans les poches du peuple en fait. Et donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la technologie du NFT, c'est vraiment la manière de reprendre le pouvoir sur cette taxe à laquelle on n'a pas souscrit et de décider comment est-ce qu'on peut dépenser nos intentions. Ça veut dire que pour moi, demain, au lieu d'avoir des billets qui sont tous identiques, peut-être qu'ils ne seront pas dans notre portefeuille physique, mais peut-être qu'ils seront sur un portefeuille virtuel, on aura des billets qui représentent nos valeurs et qui représentent les choses qu'on veut incarner sur Terre. Donc par exemple, je ne sais pas si dans votre ville il y a un club de foot que vous adorez, peut-être que vous achèterez le NFT de ce club de foot, mais ce billet sera utilisable. Mais cette inflation que vous payez, on va dire à l'État, mais après ça c'est à chacun de faire ses recherches, cette inflation, au lieu de la payer directement vers quelque chose que vous ne contrôlez pas, vous allez pouvoir choisir la manière dont on va dire, vos intentions financières sont utilisées. Donc c'était juste pour faire la petite parenthèse pour expliquer, enfin un peu longue parenthèse, mais pour expliquer que c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui le NFT c'est pas quelque chose qui doit nécessairement réussir aujourd'hui, c'est quelque chose qui a du sens dans l'évolution et dans l'optimisation de la manière dont on interagit avec son consommateur. Donc je vais parler un peu de Joker Club. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont déjà familiers. Je vois des visages que je connais un peu partout. Mais Joker Club en fait donc c'est parti d'une idée qui est assez similaire à la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut créer une utilité au sein du groupe Partouche. Et il faut savoir qu'un groupe de casino qui est coté en France, c'est peut-être une des industries avec le plus de réglementation, que ça soit au niveau de faire donc on nous a parlé de tout, de faire du casino en ligne, de faire du play to earn, de faire tout ce que vous voulez. Le casino en ligne, c'est illégal en France. Si vous y jouez, c'est que vous êtes sur des trucs offshore et que vous êtes dans l'illégalité, les gars. Et en gros, nous, on s'est juste dit, ok, avec toutes ces contraintes-là, qui fait qu'on va pas vraiment pouvoir aujourd'hui, en tout cas jusqu'à que la réglementation le permette, vraiment explorer des jeux. Donc du coup, nous, ce qui nous a fait kiffer, c'était de dire que aujourd'hui, toutes les expériences qui ont été vécues dans des métaverses et qui ne sont pas du tout aussi poussées que ce qu'on a pu voir dans Ready Player One, où on va dire les images du subconscient collectif, on s'est rendu compte qu'en fait, elles n'étaient pas du tout poussées à leur potentiel maximum. Et nous, on s'est dit qu'au final, on n'a peut-être pas nécessairement un savoir de gaming pur en termes de jeux vidéo, mais par contre, le jeu sous toutes ses formes, c'est quelque chose dans lequel on a baigné, pour moi, depuis ma naissance, pour mon associé aussi, et pour beaucoup des gens qui sont dans notre entreprise. Et donc, c'était l'idée de dire, mais pourquoi, en fait, quand on joue à un jeu, ça doit s'arrêter? Genre, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose qui fait que le jeu ne s'arrête jamais? Bon, c'est un chemin qui est long et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais en tout cas, c'est vraiment ça qui nous a animés, c'était de dire tous ces projets qui te disent ah je vais faire du token gating, je vais faire du machin dans mon métaverse, machin truc et tout, bah rien ne nous empêche de faire la même chose dans la vraie vie, si ce n'est en mieux. Et donc du coup, si on utilise tous les mêmes mécaniques que on va dire digital, qu'on peut avoir l'habitude de voir sur les métaverses, si en plus de ça on imagine qu'à l'avenir il y aura une couche de réalité augmentée qui sera partout où on va,
Et bah, quelle est la différence si là, au lieu de vous voir tous, j'avais mes lunettes. Bon, là, j'ai les lunettes Ray-Ban. Elles n'ont pas encore les écrans dedans. Mais imaginons que je pourrais voir tous vos avatars. Et bah, quelle serait la réelle différence entre le faire dans le métaverse ou le faire ici? Et donc, du coup, là, ça en vient à quelle est la réelle définition du métaverse. Je sais que la définition technique pour les codeurs, c'est que c'est un univers digital simulé. Mais si on pousse vraiment le raisonnement dans la manière dont il est utilisé, dont ce terme est utilisé aujourd'hui, et bah, il faut se dire que vraiment, et c'est une définition que j'avais vue à l'époque sur Twitter qui m'avait vraiment parlé, mais c'était qu'il faut se dire que le métaverse, c'était le moment dans le temps où la vie digitale devient plus importante que la vie physique. Donc, il y a plein d'exemples, hein. C'est quelque chose qu'on vit depuis plusieurs années. C'est pas juste, on ne s'est pas réveillé un matin avec le métaverse qui existait. C'est des jeux qui sont déjà là depuis longtemps, qui ont été réadaptés. C'est des mécaniques de jeu. La plupart des mécaniques de jeu qu'on voit dans le métaverse, c'est ou des mécaniques de jeu qu'on connaît déjà du monde du gaming, ou des mécaniques Ponzi qui ne vont pas tenir sur la durée. Donc au final, la vraie chose que ça nous a apporté, le métaverse, c'est de se dire que tout était gamifiable et de se dire vraiment que l'expérience qu'on crée, c'est avant tout nous-mêmes qui la choisissons plutôt que l'environnement extérieur qui nous impose un jeu qu'on a envie de vivre. Et tout ça pour dire que ce qui est important du coup, en posant ce postulat-là, c'est de vraiment genre, se dire que chacun fait partie de cette transformation et que c'est l'implication de chaque individu qui va nous permettre de créer cette souveraineté. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si, c'est un exemple que j'utilise beaucoup, c'est que avant, en Inde, avant qu'il y ait le droit de propriété, c'était quasiment que on va dire des tribus et c'était vraiment on va dire un pays assez primitif et ça fonctionnait plus pas spirituellement, technologiquement. Excuse-moi. Mais si vous voulez, il n'y avait pas d'organisation économique. Et quand ils ont créé le droit de propriété, c'est ça qui a pu créer le fait que les terrains puissent appartenir à quelqu'un. Et c'est ça qui a fait que l'Inde est devenu un des pays les plus avancés au monde. On va dire l'exemple du titre de propriété. J'ai pris l'exemple de l'Inde, mais il s'applique à n'importe quel pays, avant le titre de propriété et après. Et donc aujourd'hui, si on pousse le raisonnement, Internet, qui est le plus gros pays au monde, où il y a le plus d'habitants, vient d'avoir le titre de propriété. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui peut se passer si on voit juste dans l'histoire ce qui est arrivé avec les civilisations qui ont eu le titre de propriété. Et pour moi, si on fait le parallèle avec les tribus, une tribu, je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement étymologique des tribus, et enfin, bon, ça sera pour une autre fois, mais si vous voulez, dans une tribu, en général, il y a un chef de tribu. Et même si le chef de tribu agit pour le bien de tout le monde, l'intérêt de la tribu, enfin, c'est quand même lui qui a tous les avantages et qui bénéficie de la tribu, quoi. Et donc tout ça pour dire que si on fait le parallèle aujourd'hui à la tech, eh ben, aujourd'hui on swipe sur des écrans pour consommer de la pub, donc quelque part c'est une forme de travail, parce que ça génère une économie. Et par contre ça on le fait pas pour nous, on le fait pour un chef de tribu. Ça veut dire nous on n'a aucune souveraineté, on n'a pas de terrain, on habite dans cette tribu et on questionne rien. Et juste on dit ok moi je vais faire mon travail, je vais swiper les heures qu'il faut pour générer l'argent qu'il faut, et puis après genre c'est bon, j'ai le droit de continuer à rester dans la tribu. Sauf que non, genre si la civilisation elle doit avancer, la vraie question c'est comment est-ce qu'on peut justement recréer cette souveraineté dans le monde digital. Peut-être qu'au début des années 2000 et au début d'Internet, c'était pas vraiment la question fondamentale, mais aujourd'hui, dans la vie réelle, quand on va dans la rue, ok, même s'il y a une infrastructure avec le gouvernement, la rue, c'est une propriété publique. Ça veut dire qu'on a tous le droit de marcher dans la rue. Aujourd'hui, sur Internet, il n'y a pas cet endroit public, à part un seul qui a réellement réussi, qui est le Bitcoin. Donc en réalité, c'est une infrastructure publique digitale qui est en train d'être créée, qui va nous donner notre souveraineté dans le monde virtuel. Et donc du coup, par conséquent, dans le monde réel, car on se rend compte de plus en plus que le monde virtuel influe notre subconscient tellement, et on devient tellement prévisible, qu'au final, la distinction, elle est plus compliquée que ça à mettre en mots. Je continue les slides. Mais à chaque fois, je commence sur Joker Club, et je pars sur un sujet, mais si vous voulez discuter de Joker Club, n'hésitez pas à venir me solliciter. Et donc Joker Club, en fait, on s'est dit que du coup, l'idée, c'était vraiment de gamifier l'expérience humaine avant tout et de raconter une histoire que genre la vie elle-même est un jeu. Le métaverse, on peut le vivre dans le monde réel. Après, bon, ça revient. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé notre filiale Partouche Multiverse et pas Partouche Métaverse. Parce que pour nous, le vrai avantage technologique de la blockchain, c'est ce côté-là où en fait, il y a toute une génération qui a grandi en jouant aux jeux vidéo et ça va que augmenter et les jeux deviennent de plus en plus addictifs.
Et on se rend compte qu'il y a une génération qui est de moins en moins motivée par, on va dire, les travails classiques. Enfin, les métiers classiques, pardon. Et donc, en fait, quelque part, c'est pour moi, c'est que on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup dans la génération, dans ma génération, par exemple, les gens préfèrent largement sacrifier un bon salaire pour un métier qui leur correspond humainement ou où ils peuvent s'exprimer pleinement et se sentir en appartenance. Donc, partant de ce principe-là, et bah, du coup, ça voudrait dire que genre chaque personne, elle va pouvoir, comment je peux le mettre en mots? Chaque personne, elle va pouvoir vraiment, genre choisir un projet, choisir une compagnie qui lui permet de s'exprimer avant de choisir l'argent. Et donc le problème, et j'en reviens au gaming, c'était ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut réaligner les incentives de pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça veut dire que si on se rend compte que les incentives de gaming, qu'on a vu notamment avec Fortnite, qui est le premier, si je dis pas de bêtises, un des premiers jeux vidéo, je sais qu'il y aura sûrement des gamers dans la salle qui vont être pas contents, mais qui a vraiment intégré un format Battle Pass, on s'est rendu compte que la dose de dopamine, elle fonctionnait mieux si elle était répartie sur plusieurs petites doses plutôt qu'une grosse dose et que les consommateurs préféraient largement cet effet-là. Sauf qu'on n'a pas du tout vu les répercussions de ces compréhensions-là dans la manière dont on fait rentrer la nouvelle génération dans le monde professionnel, en fait. Et donc pour moi, en fait, la blockchain, c'est avant tout une manière de gamifier les choses de tous les jours, les choses simples, et rajouter juste des petites couches de technologie, mais au minimum. C'est même pas une question de faire la meilleure solution technologique, c'est une question de créer une histoire fluide qui raconte une nouvelle histoire et qui amène le consommateur dans quelque chose où il se sent compris. Et aujourd'hui, vous pouvez chercher beaucoup d'outils, mais il y a très peu d'outils qui sont aussi interactifs que le NFT pour vraiment créer un lien avec la communauté. Je vois des visages ici que je croise énormément, on est devenus, je pense notamment à Chris qui est là avec sa bonne tête là. Et ça a vraiment créé un lien humain avant tout, où en fait le groupe Partouche, il n'avait jamais eu ce genre de rapport humain. Ça veut dire oui, il y avait des clients qui avaient des rapports avec un casino, ils connaissaient bien le directeur du casino, ils s'entendaient très bien avec le directeur du casino, mais il n'y a jamais eu, si ce client de casino il donne une idée à son directeur, c'est pas sûr que le directeur il va y prendre le risque d'envoyer l'idée en haut dans la hiérarchie sans être sûr qu'elle est très bonne. Par contre, avec Joker Club, ça nous permet d'être en communication directe avec toutes ces personnes qui ont des très bonnes idées, parce qu'avant tout, ton client, c'est peut-être celui qui a la réponse à ta presta. Ça veut dire on cherche des prestataires dans des cercles extérieurs, mais nous, par exemple, dans les casinos, il y a énormément d'entrepreneurs qui côtoient nos casinos, il y a énormément de personnes très intelligentes qui côtoient les casinos, et c'est sûr que quand ils sont dans nos casinos, ils se posent des questions. Ils s'assoient, ils ont des idées, ils ont des manières dont nos casinos pourraient être améliorés, ils ont des idées qui pourraient leur permettre même eux de s'exprimer plus pleinement dans ce monde du jeu. Et aujourd'hui, nous, c'est pour ça qu'on a créé ce projet, c'est pour donner une porte d'accès à tous ces gens-là qui étaient enthousiastes et qui voulaient vraiment construire le monde de demain. Et l'autre chose, c'est qu'on a vu qu'il manquait aussi énormément d'acteurs physiques dans le monde du Web3, et c'est là où on a vraiment vu une porte d'entrée, c'est que même s'il y a énormément de produits digitaux, il n'y a pas encore cette philosophie de ok, on fait des beaux produits digitaux que le mec le plus intelligent du monde, il va kiffer ce que je fais. Par contre, la personne moyenne, elle va rien comprendre. Bah, c'est plus en mode, comment est-ce que je peux faire le truc le plus intelligent pour la personne lambda? Et parce qu'on peut parler de tous les trucs techniques, de proof of work, de proof of de stake, de tout ce que vous voulez, d'aller dans tous les détails. Mais à la fin, c'est est-ce que le consommateur, il a le sourire et est-ce qu'il est content de ce qu'il a vécu? Et ça ne passe pas nécessairement par les solutions les plus techniques. Ça passe avant tout par l'expérience qui est la plus fluide et qui a l'histoire la mieux racontée. Et on peut le voir très facilement quand on voit qu'il y a des projets qui ont énormément de fondamentaux et qui amènent énormément de valeur, qui prennent des années avant d'émerger, alors qu'il y a des projets anonymes que tout le monde sait que c'est un scam avant même d'investir, et pourtant le projet, il explose. Donc ça montre que vraiment, c'est à nous de déterminer quelle sera notre, on va dire, notre monnaie de demain. Si vous voulez, l'argent aujourd'hui, il a que sa valeur parce qu'on est tous d'accord qu'il a sa valeur. Donc si vraiment on pousse le raisonnement et qu'on se met tous d'accord que c'est quelque chose d'autre qui a de la valeur, et ben c'est là où on récupère notre souveraineté. Et sur Joker Club, la manière dont on a essayé de commencer à faire ça, en fait, on est parti d'un postulat très simple, c'est qu'on voyait que les NFT, tout le monde appelait les NFT un token non fongible, et ils disaient que c'était quelque chose d'unique, mais la seule partie qui était réellement unique, c'était la partie artistique, la partie graphique. Après, peut-être qu'il y a certains projets qui ont essayé de faire des choses plus uniques, mais on s'est rendu compte que dans l'utilisation de l'asset même, il n'y avait pas d'expérience unique. Si on prend, je citerai pas de nom, mais si on prend tous les clubs les plus connus, avec le NFT, on a accès aux mêmes soirées, aux mêmes groupes chat, aux mêmes expériences, à tout de la même manière. Donc nous, on s'est dit, si on attache une offre physique à chaque asset graphique de nos métadatas, on va dire,
ça fait que même si on sait des groupes d'offres qui sont eux-mêmes, on va dire, uniformes, ça fait que chaque holder, il aura à terme un système de fidélité, on va dire un programme de fidélité qui sera complètement unique et propre à lui. Et par contre, pour nous, pour nos parcours, on va dire, de fidélité actuels, ça n'empêchera rien pour les gens qui travaillent déjà dans nos casinos en termes de parcours client. Ça va se fonctionner exactement de la même manière. C'est juste la manière dont on a utilisé les métadatas et en plus, et ça a créé un système de fidélité personnalisé. Donc en réalité, on n'a pas vraiment créé quelque chose de compliqué. On a juste réagrégé les parcours de fidélité qu'on avait déjà et on a utilisé un outil qui était parfaitement adapté. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça le Joker Club. C'est avant tout, c'est un outil pour pouvoir exprimer les intentions du groupe Partouche et les incarner avec la communauté. Je passe au prochain. Mais du coup, oui, il y a 4 familles, les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux. Chaque famille incarne un état d'esprit. Les piques, c'est les entrepreneurs, les cœurs, les artistes, les carreaux, c'est un peu les fous DJs, imprévisibles, on va dire, et les trèfles, c'est les joueurs. Bon, là, c'est des informations qui sont plus trop à jour. Après, donc oui, pour ceux qui connaissent pas le groupe Partouche, pour vous faire un petit background, on est un groupe institutionnel de casinos qui a été fondé en 1973. Aujourd'hui, on a 41 casinos, un cercle de jeux sur Paris, une douzaine d'hôtels, plusieurs spas, plusieurs golfs, 70 à 80 restaurants. Et on est vraiment aujourd'hui on va dire, on est le seul casino français coté en bourse. Et on est vraiment un groupe familial, on va dire, qui a été fondé vraiment familialement depuis le début et qui a su garder ses valeurs, on va dire, j'ai pas envie de dire ses valeurs familiales, c'est plus que ça, c'est vraiment le goût de l'innovation et surtout, on va dire, la passion pour la création. Ça veut dire que moi, Maurice, quand j'étais plus jeune, je le voyais comme mon oncle. Et quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était mon cousin. Et ça, c'était parce que c'est la passion de la création qui nous a unis. Et c'est vraiment ça, et c'est vraiment quand on se met à créer qu'on se rend compte que aujourd'hui le Web3, c'est vraiment ce côté-là, c'est un peu le bateau de secours. Après, j'ai pas envie de donner de connotations négatives, mais pour moi, c'est un peu le bateau de secours de la société où les esprits nécessaires vont pouvoir construire collectivement, on va dire, le canoë de sauvetage, quoi. Et je sais qu'il y en a pas mal assis devant moi qui construisent pas mal de bouées de sauvetage aussi. Et, et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une aventure qu'on a. Au début, on savait pas trop dans quoi on s'embarquer. On s'est dit, on va y aller. On avait pensé à faire des free meet, on a pensé un peu à toutes les différentes perspectives, mais on s'est dit, on y va, on n'est pas pressé. Les NFT, ça fait à peine ça fait moins de 5 ans, moins de 10 ans. Bon, c'était à l'époque, mais ça fait moins de 10 ans que ça existe. Nous, je pense que dans 5 à 10 ans, on sera encore là. La plupart des collections NFT, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui seront encore là. Mais si je devais placer les paris, ça me prendrait un peu de temps quand même. Et donc, nous, on sait qu'on sera là. Donc, pourquoi est-ce qu'on va se presser à essayer de pumper? Genre, ça veut dire que si on pousse, et là, c'est pour vraiment revenir au cœur de l'utilité et de ce à quoi ça sert, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous mettent la pression en disant qu'il faut cut la supply ou qu'il faudrait, par exemple, arrêter de vendre des NFT pour que le marché secondaire puisse continuer. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas pour ça qu'on a construit le produit. Ça veut dire si, en fait, quand tu achètes ton NFT avec toute l'utilité qu'on donne à 200 € ou à 150 € ou à 0,08 Ether, ça dépend du cours, tu n'es pas satisfait de l'offre qu'on te donne, et ben en fait, tu n'avais pas besoin de l'acheter. Si tu l'as acheté pour spéculer, nous, on n'était pas intéressés. Et c'est là où, quelque part, on va dire qu'on ne se retrouve pas avec. Il y a beaucoup de projets avec lesquels on ne s'aligne pas, on va dire, dans la manière dont on fait les choses. C'est que nous, aujourd'hui, en fait, on n'est pas en train de chercher une rentabilité. On est avant tout en train de chercher des cerveaux qui sont là pour construire à côté de nous. Et si vous poussez le raisonnement, sur tous les moyens traditionnels de marketing, eh ben vous donnez l'argent directement à des grandes plateformes comme Google, Facebook, toutes celles qu'on connaît pour faire vos publicités. Et au lieu de donner son argent directement à son consommateur, qui lui-même est le meilleur ambassadeur possible de la marque et qui lui-même incarnera et parlera de votre compagnie et votre marque 1 milliard de fois mieux que n'importe quel publicitaire qui est là pour vous vendre des impressions. Et donc en fait, c'est vraiment ça. Si je peux passer d'un marketing de cash burn où tout l'argent que je mets dans mon marketing, c'est un argent qui va à la poubelle, il n'y aura plus rien à la fin, à un marketing d'assets où j'accumule des assets avec ma communauté ou pour ma communauté, et ben, ça change toute la donne parce que ça veut dire que demain, tous les budgets marketing, ils vont plus du tout aller dans du cash burn, ils vont aller justement pour empower les communautés qui gravitent autour des compagnies. Je parle de concept parce que pour moi, c'est important de pouvoir
prendre des concepts pour pouvoir les appliquer après dans le monde réel, mais on n'a pas, je ne suis pas du tout en train d'avancer la chronologie de quand ce que je vous dis arrivera. Je vous dis juste que nous, c'est ça qui nous intéresse, et c'est vraiment ces choses-là sur lesquelles on se pose des questions, et et la manière dont on essaye d'appliquer ce qu'on fait. Je vais juste regarder l'heure qu'il est pour savoir combien de temps. Ok, ça va, il reste que 7 minutes, j'ai bien parlé. Et du coup, je vais essayer d'aller plus vite sur les slides. Alors, on a créé un Joker Shop il n'y a pas longtemps, où en fait, c'était un système où en fonction des assets que vous avez, vous allez générer des points. Et en fait, la question que beaucoup de gens nous ont posée, c'est ah, mais pourquoi mon NFT, j'ai un des plus rares de la collection, pourquoi je gagne que 3 fois plus de points, que machin, que truc et tout. Sauf qu'en fait, nous, la raison pour laquelle on a créé cette marketplace, c'est parce qu'après, on va pouvoir segmenter les offres en fonction du NFT que vous avez. Et donc, en fait, c'est pas, là, je parle surtout pour les holders dans la salle. Hein. Mais c'est surtout qu'après, on s'en fout de combien de points vous gagnez, parce qu'après, peu importe l'offre, après, on peut la mettre qu'elle est que accessible en fonction de la rareté de votre NFT, et on peut la vendre même à 1 point. Donc ça veut dire qu'on s'en fout du nombre de points que vous cumulez sur votre NFT. Ce qui compte, c'est vraiment les assets que vous allez avoir. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut que vous essayez de diversifier. Et donc si vous voulez, c'est vraiment, on va dire, je vais révéler un truc en avant-première. Je sais qu'on travaille dessus. Peut-être que certains de mes équipes ne seront pas contents. Mais c'est quelque chose qui va arriver sur la marketplace qu'on est en train de construire. Enfin, qu'on a déjà sorti pour le jour du 25 décembre. D'ailleurs, les équipes étaient ravies de passer le 25 décembre sur la marketplace à répondre aux problèmes des clients. Et joyeux Noël. mais en tout cas, ouais, l'idée, c'est de faire un système où en fait n'importe quel holder de notre communauté va pouvoir faire une proposition d'initiative qu'il peut avoir dans notre établissement, et il va faire une expression de besoin. Donc il va exprimer ses besoins, il va dire par exemple j'ai envie d'organiser une soirée sur le rooftop du 314 à Cannes, j'ai envie d'organiser une soirée au cercle de jeux à Paris. Genre, peu importe l'idée qui peut lui traverser l'esprit, privatiser une salle de spectacle, on a énormément d'infrastructures qui sont, on va dire, utilisables pour l'entrepreneur lambda. Et donc du coup l'idée c'est de vraiment dire qu'ils vont faire leur proposition, ils vont faire une expression de besoin et ils vont nous envoyer la demande. Une fois qu'on reçoit les demandes, on va choisir uniquement les meilleures demandes ou celles qui parlent le plus au projet, et on va faire une allocation en nombre de points. Cette allocation, une fois qu'on fait cette allocation et qu'on valide la proposition, elle apparaîtra sur le site et tous les holders pourront venir déposer leurs points et un peu à la Kickstarter. Et quand il y aura suffisamment de points dans la pool, eh ben on pourra on pourra activer l'idée de la personne. Si vous voulez, j'appellerai pas ça de la DAO, mais c'est des nouveaux modèles de gouvernance qui sont accessibles pour des groupes comme nous et qui nous permettent vraiment d'impliquer nos consommateurs dans la manière dont on interagit avec eux et les expériences qu'on peut leur faire vivre. J'espère que si vous passez dans un de nos casinos, vous minterez un joker juste avant pour vraiment en profiter pleinement. Et j'espère que le salon se passera bien et que vous passerez à notre stand. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.